Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, les débats dans le 10h midi avec Gilbert Azoulay, directeur général de News Tank Éducation. Bonjour. Bonjour Valérie. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Bonjour. Et Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous avez été vous-même agriculteur, également ancien député, évidemment. J'imagine qu'on va parler agriculture et du salon de l'agriculture avec vous. Bonjour Valérie. On commence avec vous, Jean-Luc Benamias, un coup de cœur pour l'équipe française de biathlon. Ben oui, je pense qu'il y a de quoi. C'est pas encore terminé, il reste 4 épreuves. 10 médailles, 5 d'or, 5 de bronze. Hommes et femmes mélangés, parce qu'il y a des courses mixtes. C'est devenu la meilleure nation, la France, de biathlon. Quand on regarde ça sur l'histoire un peu des sports d'hiver, c'était pas inscrit d'avance. Le biathlon, évidemment, tout le monde entier ne participe pas, mais enfin, il y a quand même plusieurs dizaines de pays. Voilà, c'est un spectacle absolument extraordinaire. Ouais. On voit des gens heureux, des spectateurs et des participantes et participants, hommes et femmes. Voilà, je voulais donner un coup de cœur parce que dans la période, on n'a pas toujours... non, on n'a pas toujours d'occasion de se réjouir, hein, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. Gilbert, vous, c'est un coup de projecteur. Ben oui, parce que vous savez, vous savez qu'il y avait le sommet de l'IA là, qui s'est déroulé en 2 temps à l'Institut Polytechnique. Et puis, il y a eu le sommet de l'IA qui a été présidé par notre président avec l'Inde. Et puis, c'était plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même des atouts face à l'offensive américaine et les 500 milliards de budget décrétés par Trump et la Chine. Et puis, on a un champion, osons le chat, si je puis dire, avec Mistral AI. Et puis, les nouvelles générations sont maintenant pareilles. Puis, patatras, je reçois une étude du groupe Planeta Formation, vous savez, c'est un groupe d'éducation espagnol, qui présente une étude sur l'usage et la perception de l'intelligence artificielle chez les étudiants en France, en Espagne, en Italie, et ils ont pris un pays d'Amérique du Sud, en Colombie. Et contrairement aux idées reçues, les jeunes Français sont plutôt à la traîne. Les étudiants français se classent derniers parmi les 4 pays étudiés de cette enquête. La proportion d'étudiants ayant reçu une formation en IA est de 27%. À peu près la même chose en Italie, mais en dessous de l'Espagne et très loin derrière la Colombie. Ce qui est intéressant également dans cette étude, c'est qu'elle montre en France que l'intelligence artificielle suscite plutôt des réactions prudentes chez les jeunes par rapport aux autres pays. Alors à la crainte de perdre des emplois ou les risques liés à la confidentialité, ils ont raison en partie. Et ça a pour conséquence d'avoir une vision plutôt pessimiste de l'IA. Et 45% des étudiants préconisent des mesures réglementaires. La réglementation à la française, comme on sait faire. Alors pour terminer sur une note positive, si je puis me permettre, environ 2 tiers des étudiants français reconnaissent que l'intelligence artificielle va changer le monde et changer les modes d'apprentissage. Il faudrait que les étudiants soient motivés. Parmi les étudiants, seulement la moitié à peu près sont disposés à approfondir leurs connaissances, contre 75% des Colombiens, 70% des Espagnols et autant d'Italiens. Donc j'espère donc que notre sommet va nous propulser au sommet. Ouais, on a un petit peu de retard. Hein. C'est peut-être parce que dans les prompts, les jeunes Français font beaucoup de fautes d'orthographe et que peut-être que l'intelligence artificielle ne comprend pas vraiment. Il faudrait peut-être revenir d'abord à la façon d'écrire et parler. La phonétique, voilà, on a peut-être du mal avec la phonétique. Alors, Arnaud, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule parce que il y a eu... une interdiction par le Sénat qui a été votée de l'hijab dans le sport en France. Et il se trouve que la réaction la plus forte, et en tout cas celle qui a le plus d'influence... C'est les signes religieux, dans le sport. Le hijab, on sait ce que c'est que le hijab, mais voilà. Et il se trouve que la réaction la plus forte, celle en tout cas qui a eu le plus d'influence et qui joue sur la notoriété de l'émetteur, c'est important en communication, l'émetteur, c'est la campagne qu'a lancée Amnesty International contre cette décision. Donc on s'attendait à ce qu'Amnesty International, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'émission que vous avez fait juste avant sur la défense de ces jeunes iraniennes, sur ce qui se passe en Iran, sur ce qui se passe sur la liberté justement de ces jeunes femmes à qui on a imposé le voile, et que je lis la campagne d'Amnesty International qui explique que finalement
obliger ou ne pas obliger les femmes à porter le hijab dans le sport, c'est une attitude patriarcale. Que voilà, on voit que ce sont les éléments de langage des frères musulmans qui sont utilisés par cette campagne d'Amnesty International. Amnesty International a été une association qui pendant des années a défendu, et moi je me souviens de l'époque où il y avait encore le bloc de l'Est, elle défendait les opposants qui étaient enfermés dans les goulags soviétiques. Tout ça a beaucoup changé, et ça fait partie de ces associations qui petit à petit ont été grignotées par les intérêts, par l'argent du Qatar, par l'argent d'autres réseaux d'influence, et qui aujourd'hui est une association qui est à la dérive, qui est capable de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que la France se retrouve pour cette décision sur le banc d'infamie avec des pays qui pratiquent l'excision, qui pratiquent l'enfermement des opposants politiques, etc., etc. Je trouve que c'est une grave dérive, et que si la prochaine fois vous avez un jeune homme qui vous accoste dans la rue pour demander est-ce que vous donnez de l'argent tous les mois à cette association, vous utilisez aussi cet élément de langage pour lui demander des comptes. Oui. Jean-Luc Benamias. Je trouve ça un peu grossier. Pardon. Je conçois un critique par rapport à la décision de certaines associations. Enfin, Amnesty, c'est quand même une organisation internationale qui n'est pas dirigée par les frères musulmans, qui est dirigée par des gens qui sont dans de nombreuses démocraties. Alors, qu'on puisse critiquer telle ou telle chose, pourquoi pas, mais qu'on mette au banc des accusés de l'islamisme le plus intensif, l'Amnesty International, comme d'autres organisations, notamment la Ligue des droits de l'homme, ça me paraît un peu excessif. Si ce n'est terriblement excessif. Il y a quand même eu des faits. Je veux dire, dans l'affaire Boualem Samsal, on voit qu'il y avait eu une prudence plutôt très étonnante. Oui, c'est un euphémisme que de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des prises de position depuis quelque temps d'Amnesty International qui interrogent quand même sur leur comportement, sur les choix qu'ils font. C'est quand même une organisation internationale. Ça veut dire quoi aussi, une dizaine de pays qui ont des organisations d'Amnesty International. Ça n'a pas changé de direction, Amnesty International. C'est toujours les mêmes. C'est-à-dire c'est une succession de générations qui font qu'Amnesty International défend les mêmes problématiques, les mêmes questions que ce qu'il défendait au départ de la création. Je pense pas, non. Non plus, je pense pas du tout. Je pense que oui. Il y a des dérives comme l'UNRWA, on se rend compte qu'il y a quand même une dérive sur les budgets utilisés des Nations Unies, il y a une dérive sur l'idéologie qui est portée, il y a même une dérive, on ne va pas en parler parce que c'est un sujet qui clive énormément, sur les otages qui ont été accueillis par des personnels de l'UNRWA à Gaza. Donc vraiment, il y a des organisations internationales sur lesquelles on doit se poser des questions. Et se poser des questions, c'est pas dire qu'ils ont tout fait mal, c'est simplement dire attention, la ligne jaune n'a pas dépassé. La Commission des droits de l'homme à l'ONU, a une composition quelque peu particulière, et on peut s'interroger aussi sur certains de ses chois. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Si vous nous expliquez que c'est un peu grossier, donc. Oui, c'est un peu grossier. Sur la politisation. De dire que Amnesty International serait entre les mains des frères musulmans, parce que c'est quasiment ce qui avait été dit. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est ce que dit Jean-Charles Brizard, qui est quand même. Ça n'est pas le cas. L'instrumentalisation d'organisations caritatives ou d'associations qui prétendent défendre les droits de l'homme, c'est un concept nouveau pour les islamistes. C'est ce que dit Jean-Charles Brizard, qui est spécialiste des mouvements djihadistes, et qui rappelle que ce modus operandi était déjà prôné dans les textes fondateurs des chefs d'Al-Qaïda, et donc il privilégie aujourd'hui ces organisations caritatives pour cacher leur véritable motif. Et quand vous voyez le rôle de la Croix-Rouge de la même manière, on peut s'interroger sur le comportement de la Croix-Rouge à Gaza. Non, mais sur la politisation aussi des associations, c'est un sujet. Enfin, je veux dire, sur la LDH notamment, le fait de sa grande proximité avec la France Insoumise aujourd'hui, c'est quand même un sujet. Je suis désolé. C'est un sujet. C'est un sujet. Bon, on se retrouve. Non, mais là, il faudrait un débat. Non, mais vous pouvez y revenir. Dire que la LDH est en grande proximité avec la France Insoumise, comme si elle n'était pas en grande proximité avec toutes les formations démocratiques du pays. Enfin, stop, excusez-moi, stop. Bon, on se retrouve dans un instant. C'est l'heure du journal. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est évidemment le salon de l'agriculture. Sud Radio, il sera présent tout au long de cette semaine. Et puis, on va parler évidemment de ce qui se passe, de la restitution des 4 corps hier par le Hamas. On a appris ce matin que celui de Chiri Bibas n'était pas le bon corps, que c'était le corps d'une femme gazaoui. Et on apprend également, il y a quelques secondes, que les 2 enfants ont été assassinés, exécutés et non pas victimes de bombardement. Mais on y reviendra dans un instant. On parlera d'Emmanuel Macron qui veut aller voir, qui va se rendre à Washington lundi prochain. Et voilà, tous ces sujets avec vous. Alors, le salon de l'agriculture, c'est votre coup de cœur étonnant. Oui, je sors pas de mon couloir de nage. Alors, je vous représente Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur, ancien député. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et Gilbert Azoulay, directeur général de News, Tank et Éducation. Alors, coup de cœur pour le salon de l'agriculture. Évidemment, puisque ça va être mon 29e salon, puisque j'ai fait mon premier salon en tant qu'étudiant ingénieur agronome en 96, donc ça remonte un peu. Et donc voilà, demain ça va être ma 7e inauguration avec Emmanuel Macron, 8e en fait, parce qu'il n'était pas encore président de la République à l'époque, mais j'avais déjà fait celui de 2017 à ses côtés. Donc voilà, donc ça va être la grande fête de l'agriculture. En plus, la race à l'honneur, c'est la race bovine limousine, qui est ma race de cœur, on va dire, celle que j'ai élevée en tant qu'agriculteur pendant 17 ans, et celle de mon père, de mon grand-père, ils élevaient déjà cette race, et j'ai travaillé en plus pour les organisations de cette race pendant 4 ans, au début de ma carrière professionnelle. Donc voilà, c'est un salon un peu spécial, et en même temps, c'est la grande fête de l'agriculture, l'occasion pour les agriculteurs d'être au contact direct de leurs consommateurs, parce qu'au final, c'est pas si fréquent que ça, puisqu'ils travaillent dans leur ferme, mais voilà, ils sont pas si souvent que ça au contact du consommateur, et ce salon le permet, puisqu'il y a un grand nombre de gens qui viennent, mais de Parisiens, mais pas seulement, hein. Beaucoup de cars sont affrétés de province. Voilà, oui. Moi j'ai par exemple un car qui monte d'Aubusson dimanche et lundi, voilà, avec des gens de la Creuse qui viennent aussi à Paris voir le salon de l'agriculture, parce que c'est rituel, c'est la grande fête de l'agriculture. La plus grande ferme de France. L'année dernière, ça avait été très très tendu parce qu'il y avait une situation très particulière après les manifs. Là aussi, hein, on demande. La situation économique est toujours catastrophique. Oui, mais tout est bouclé autour de la porte de Versailles ce soir et demain, parce qu'on craint des manifestations et des débordements. Oui, évidemment, le monde agricole est en souffrance. Vous nous annonciez il y a quelques semaines que ce serait quand même tendu. Ça va être tendu parce que de toute façon, il y a une grande partie des problèmes n'ont pas été résolus. Alors il y a la loi agricole qui a été adoptée, la loi d'orientation et d'installation agricole qui a été adoptée cette semaine par le Parlement. Honnêtement, je pense qu'elle apporte un certain nombre de réponses sur l'agriculture essentielle pour la souveraineté alimentaire et sur le fait que c'est un bien commun et que c'est surtout indispensable de parler de la vocation nourricière de l'agriculture et que ça doit plus juste être pour entretenir l'environnement, mais bien une fonction productive. Donc ça, c'est important. Il y a un certain nombre de choses qui facilitent l'installation et l'attractivité des métiers agricoles, mais ça va pas du tout assez loin sur les outils de portage capitalistique et sur le foncier, parce que demain on a un gros défi d'installation si on veut continuer à avoir une agriculture en France et en Europe, parce qu'elle est confrontée aux intérêts internationaux, aux échanges internationaux, et elle est très très en difficulté par rapport à ça. Donc voilà, il y a des décisions politiques courageuses à prendre sur la politique agricole commune. Il faut sortir de ces aides à l'hectare qui ne signifient plus rien, rentrer dans des situations contractuelles comme ça peut exister aux États-Unis, notamment avec le Farm Bill, enfin voilà, sur des garanties d'assurance, des assurances de chiffre d'affaires, ou parce que face aux défis climatiques, face aux défis économiques, voilà, on n'a pas la politique du tout adaptée, et il faut sauver notre agriculture. Et effectivement, dans les cours de ferme aujourd'hui, ça n'a pas percolé, hein. Les décisions qui ont été prises depuis un an, même au-delà, on voit bien que c'est pas suffisant. Ça a amélioré un peu les choses, mais pas de façon suffisante. Et donc il y a encore une colère qui existe. Donc il est effectivement possible que le président de la République soit confronté demain, comme tous les ministres et tous les hommes politiques et femmes politiques qui vont s'y présenter dans les jours qui viennent. Juste un mot, je précise, vous savez que je collabore aussi à l'hémicycle, on sera présent au salon de l'agriculture, on fera une conférence le 27 avec notamment les céréaliers, et c'est vrai que quand on s'intéresse un peu, la France est le premier producteur européen de céréales et le 6e producteur mondial, et là on voit toute la géopolitique mondiale qui s'opère. Le leadership par exemple en Afrique par la Russie, c'est fait à travers les céréales, puisqu'ils ont livré gratuitement des choses comme ça, et c'est vrai que si on a ça cristallise
cristallise un peu toutes les problématiques de notre industrie en général, parce qu'on peut retrouver toutes les problématiques. Le patron des céréaliers me disait, on a envie de faire bien, on a une réglementation qui nous écrase, et pour autant un enjeu de souveraineté, d'indépendance économique et de pouvoir économique qui s'impose à nous. Et donc, comment gérer ça, sachant qu'on sort de 2 ans de récoltes catastrophiques, de revenus qui se sont effondrés. Donc c'est vrai qu'il faudra régler ça, parce qu'au-delà même de la situation des agriculteurs, je vous rejoins, c'est le problème de la souveraineté et de l'indépendance de la France qu'on voit à travers ça. Sur le salon de l'agriculture, il y a un que je suis depuis ma plus tendre enfance. Vraiment, c'est un vrai souvenir. C'est notre Madeleine de Proust à nous. Ça revient tous les ans, on sait ce qu'on va y voir, etc. Et justement, je pense qu'en termes purement de communication, je parle pas d'autre chose. Il y a un effet un peu paradoxal. C'est-à-dire que nous avons des enjeux qui sont internationaux, de géopolitique, de géostratégie même quasiment, avec des choix, avec des orientations, etc. Sur les alliances, sur l'avenir, la prise de leadership, sur ce que devient l'agriculture, les enjeux par rapport à l'alimentation, par rapport à un tas de choses. Et nous avons une communication qui arrive, la perception, c'est ce qu'il y a de plus important dans la communication, qui arrive chez les Français avec une vision encore un peu patrimoniale du salon de l'agriculture. C'est sympa. On a une vision noir et blanc de la petite exploitation. Voilà. Oui, on a surtout une nostalgie d'une agriculture qui n'a jamais existé, qui était paradisiaque, avec des petites exploitations. Enfin, c'était l'esclavage moderne déjà à l'époque. Mon grand-père qui vidait les étables à la brouette, il voulait surtout jamais revenir à cette agriculture-là, jamais de la vie. Et donc cette vision un peu patrimoniale, un peu passéiste. Ceux qui sont nostalgiques, c'est ceux qui l'ont jamais connu et qui l'ont jamais exercé. Et il y a aussi parce que c'est un grand rendez-vous, on dit que c'est la plus grande ferme de France, mais il y a aussi un côté ferme de Galie. Vous savez, pour ceux qui sont parisiens, d'aller visiter les poules, les moutons, etc. Mais ça va pas au-delà de ça, quoi. Exactement. Parce que les enjeux. Et il y a des plateaux qui sont particulièrement intéressants. Moi, j'ai eu l'occasion de les visiter officiellement. Le salon de l'agriculture, et il y a des discussions, il y a des tables rondes qui sont passionnantes, mais elles sont comme si elles étaient détachées du visiteur lambda. Oui, les grands publics qui n'est pas forcément accès. Oui, moi, d'ailleurs, je profite pour faire la pub Agriculture Stratégie. Lundi après-midi, on en organise une sur le stand de la coopération agricole sur la répartition de la valeur. Je viens. Avec plaisir. Sur la répartition de la valeur, justement, dans le monde agricole. Jean-Luc, ce salon de l'agriculture, il vous évoque quoi, ce salon de l'agriculture 2025 ? Il tombe encore. Personne n'a échappé au fait que on vient de vivre quelques bouleversements au niveau des élections des syndicats par rapport à la position des syndicats dans l'agriculture. Il y a quelques bouleversements. La FNSEA n'est plus totalement majoritaire à elle toute seule. La coordination rurale a fait, si je ne m'abuse, et maintenant présidente de 12 chambres d'agriculture. Oui. Il y a le 3e syndicat qui s'appelle la Confédération paysanne. Mais le problème pour moi, c'est surtout comment on défend le fait qu'il y ait toujours en France au moins 400 000 agriculteurs. Car c'est le débat fondamental, avec évidemment comment la France agit dans le cadre aussi de la politique agricole commune au niveau de l'Union européenne. Car on peut toujours taper sur l'Union européenne par rapport à cela, mais globalement, l'agriculture européenne est bien coordonnée par la politique agricole commune, et la France joue son rôle dans cette affaire. Et heureusement que l'agriculture européenne a eu la politique agricole commune, sinon elle aurait disparu depuis longtemps. Il faut savoir aussi le reconnaître. C'est ce que je suis en train d'exprimer. Oui, c'est ce que je te dis pas. Ça n'enlève pas la complexité. Oui. La complexité par rapport au fait que les agricultures entre différents pays, je veux dire l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie, j'arrête là. C'est pas les mêmes agricultures. Et c'est toute la complexité. Moi, je pense qu'il faut que la France continue à garder au minimum 400 000 agriculteurs sur la gestion du territoire. Et ça n'est pas ça baisse, pourtant. Et c'est pas gagné, c'est pas gagné, effectivement. Jean-Luc, t'as raison sur le nombre, mais après, comment on les fait vivre, comment on crée des formes sociétaires pour qu'ils puissent travailler ensemble, parce que aujourd'hui, il y a une question pour attirer des jeunes dans le monde agricole. C'est certes le revenu, évidemment, mais c'est aussi l'organisation du travail, parce que les générations à venir, et c'est pas un jugement, enfin c'est comme ça, il faut l'acter, ne veulent plus travailler tous les week-ends, toutes les nuits, voilà. Donc il faut revoir le mode d'organisation. Je veux dire, il faut l'acter. Je rajoute à cela l'endettement de certains agriculteurs familiales. Je ne le reproche à personne. Et le passage d'une génération à l'autre du capital est un problème.
Bon, je suis très étonné par cette histoire de contentement. On donne un volet d'agriculteurs. On voit que c'est aussi un débat qui fait problème dans d'autres pays, en Hollande, en Allemagne, etc. On a tendance justement à dire, bon bah voilà, on va avoir 400 000, 500 000, 600 000 agriculteurs. Je sais pas si c'est la bonne réponse à ce qui se passe. Parce qu'en plus, il y a autant d'agriculteurs et de spécialités. C'est... Ouais. Oui. Je m'interroge. Je pense en effet ce que dit Jean-Baptiste sur l'organisation de ce travail, sur ce que ça représente. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des nouvelles générations de gens qui vont dans les métiers de bouche, qui sont des métiers extrêmement difficiles. Beaucoup de jeunes bouchers. Beaucoup de jeunes bouchers. On peut s'en féliciter. Il y a des jeunes bouchers. Compliqué les bouchers. Hein. Oui, mais il y en a beaucoup il y a beaucoup de jeunes qui ont repris ces métiers-là. Pas assez, hein. Pas assez, ouais. Évidemment, on est passé de rien à une génération qui commence à réouvrir des magasins. Il suffit d'aller dans Paris, vous allez voir l'âge moyen des boucheries maintenant. Ce sont des gens qui sont relativement jeunes. Mais ils peuvent y aller parce qu'ils vendent cher la viande. J'ai ma copine Véro Langlais qui est patronne des bouchers de Paris. Ils sont aussi dans les difficultés au niveau économique aujourd'hui sur Paris particulièrement. Bien sûr, c'est très compliqué, mais c'est très compliqué. Il y a les poissonniers, pareil. Vous avez beaucoup de jeunes qui ont repris des entreprises de poissonnerie, etc. Et puis c'est un métier difficile. Les boulangers, regardez, pareil, il y a plein de boulangers qui ont ouvert, etc. Ce sont des métiers qui sont difficiles, mais on a réorganisé aussi ce travail. On l'a transformé, on l'a rendu plus attractif pour plein de raisons, en termes de revenus, en termes d'organisation de travail, mais aussi en termes de reconnaissance. Je ne sais pas si on peut généraliser. Ma mère qui habite dans un petit patelin du centre de la France, il n'y a pas de boulanger depuis 2 ans. Personne ne veut aller s'installer dans ces bleds. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Si vous êtes boulanger à Paris et il y en a plein qui ouvrent, c'est que c'est devenu attractif et qu'il y a une reconnaissance. L'image de reconnaissance aussi. Mais c'est lié à une vision. Mais vous parlez pas de. Non, mais des grands bilans. Ce que tu dis, Valérie, c'est assez juste. Et c'est la lacune du politique depuis des années, c'est de ne pas voir sur l'aménagement du territoire. Parce qu'aujourd'hui, on a concentré toute la population au même endroit. Mais c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les pharmaciens, c'est vrai pour tout le monde. Depuis la fin de la DATAR, c'est-à-dire les années 2000, on n'a plus de vision d'aménagement du territoire. On laisse les populations et l'activité économique se concentrer tout au même endroit. Et on laisse des déserts entiers se créer à tout niveau, au niveau artisanat, au niveau entrepreneurial. Voilà, il faut. Mais est-ce qu'on veut continuer comme ça ou est-ce qu'on veut essayer d'inverser la tendance ? On a poussé la métropolisation depuis 15 ans. On a même organisé des conférences il n'y a pas si longtemps que ça. Tu étais encore député à l'époque sur la métropolisation en disant que c'était hier l'avenir. Et puis finalement, ça c'est une grosse erreur. Allez, on se retrouve dans un instant juste après la pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous pour commenter l'actualité jusqu'à midi. On va parler de la restitution hier des 4 cercueils de victimes de l'attentat, j'arrive pas à trouver les mots, de ce qui s'est passé le 7 octobre. Restitution de 4 corps, ceux des enfants Bibas, et également celui, a priori, de Chiri Bibas. Et on a appris ce matin que c'était un corps d'une femme gazaoui et non pas celui de Chiri Bibas, puisque les Israéliens ont fait des autopsies, évidemment, et des recherches d'ADN. Ils affirment également que les 2 enfants ont été assassinés et n'ont pas été victimes de bombardements, comme l'a dit Rima Hassan, ou comme ont pu le relayer certains postes du Hamas. Les images d'hier étaient absolument ignobles, abjectes. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que on ne peut pas imaginer que les membres du Hamas aient pu penser qu'il n'y aurait pas d'autopsie et que les Israéliens ne se rendraient pas compte que ce n'était pas le bon corps. Oui, mais de toute façon, ça traduit en fait le fait de l'impossibilité de négocier avec des personnes qui n'ont aucun rapport à la valeur de la vie humaine. Et d'ailleurs, quand le 7 octobre a été fait, ils n'avaient même pas le souci de leur propre peuple, puisque de toute façon, ils savaient que ça aurait des conséquences, y compris sur leur peuple qui a souffert, on sait dans quelle proportion. Donc là, ça traduit, et j'espère que ça va réveiller certaines personnes qui continuent à voir en eux une possible relève politique ou un possible futur pour Gaza. Ce que ça veut dire, c'est que c'est très difficile de parler avec des gens qui n'ont aucun rapport à la vraie valeur de la vie humaine. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Alors, on vous entend pas, Arnaud. Ouais. Est-ce que les non, faut pas appuyer sur les boutons. Est-ce que les combattants du Hamas
était, comme ça a été le cas, on le sait, dans d'autres terrains d'opération, comme les militants et les soldats, les combattants de l'État islamique étaient complètement défoncés à base de drogue, etc., etc. On peut se poser la question parce que sinon, ces gens ont perdu toute dignité humaine. Assassiner des enfants, je préfère imaginer que ces gens étaient sous le coup de molécules chimiques qu'ils utilisent, encore une fois, qui ont été surutilisées sur les kamikazes, eux prennent des drogues pour assumer le fait d'exploser. Exactement. Je vois pas comment on peut justifier politiquement, parce que certains sont des combattants politiques. Ils se disent politiques. Le Fatah, le FPLP, tout ça, ce sont des gens qui sont. C'est pas une démarche religieuse, c'est une démarche politique. Comment on peut justifier politiquement d'abattre des bébés? Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Et de les enlever. Je veux dire, à la base, de les enlever. Les enlever, c'était déjà ignoble, mais en plus de les abattre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est désigné en disant je vais m'en occuper. Qui l'a fait. Mais enfin, qui fait ça, quoi? Quelqu'un qui fait ça. Il y a 1200 morts dans des conditions abjectes au kibbutz, donc on sait qu'ils sont capables. Enfin, certains sont capables, pas toute la population. Non, mais là, vous les avez. Ils sont des enfants déjà ils ont été séparés de leurs parents, etc. Enfin, qui fait ça, quoi? Alors, qui fait ça? Quelqu'un a prononcé le mot de combattant du Hamas. Effectivement, on me signale, c'est les terroristes du Hamas. Non, on va revenir quand même. Le terrorisme, c'est pas une définition, ok? Le terrorisme, c'est un moyen, c'est une technique qui est vieille comme ce sont des gens qui combattent pour une idéologie. Cette idéologie est pourrie. Il faut pas utiliser un terme général. Il n'y a pas un salon du terrorisme tous les ans où les gens se rencontrent, etc. C'est pas ça. C'est une méthode, une utilisation. Jean-Luc. Le terrorisme, c'est vieux comme Hérode. Et il y a un très bon livre d'ailleurs, vous devriez lire, quelques-uns devraient le lire, ce qui permet d'avoir une grille de lecture sur la politique aujourd'hui. Il y a un livre de Trotsky qui s'appelle Communisme et terrorisme, que certains le relisent, ils seraient très très surpris. Jean-Luc Benamias. Je reviens à la base de ces images atroces. Atroces du pogrom du 7 octobre et atroces de la façon dont le Hamas se permet de remettre les corps de la manière dont ils l'ont fait. Qui sont des images d'ailleurs qui, rien que pour la défense de ceux qui défendent le fait que c'est mon cas, un État palestinien, c'est évidemment totalement contre-productif. Et le terme est faible par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que on ne peut pas penser une seule seconde à autre chose que c'est à pleurer, quoi, ce qu'on a vu. Est-ce que c'est vomir, j'irais. Oui, si vous voulez. On peut même dire vomir, je suis d'accord. Donc voilà quoi, on est sur une situation déjà extrêmement compliquée avec les délires de monsieur Trump, je n'invente rien, qui veut faire de... C'est pas le sujet, Jean-Luc, je suis d'accord avec vous. Non mais c'est pas le sujet, mais vous voyez bien que... Bien sûr que c'est pas le sujet, mais c'est en même temps tout ça. C'est-à-dire que... Donc c'est pour ça que je rappelle, dans mon début de prise de parole, le fait que je revenais sur les images atroces et sur cette espèce de mise en scène absolument inacceptable. Non mais la mise en scène, c'était hier, une précision hier, parce qu'on s'interrogeait sur les 4 porteurs de cercueils avec leurs bandeaux et on se demandait pourquoi il y avait des différences de couleurs sur les bandeaux. Et hier, Jérémy Benaïm sur Twitter a expliqué qu'en vert c'est le Hamas, en noir c'est le djihad islamique, en rouge le FPLP et en jaune le Fatah, le parti entre guillemets modéré de Mahmoud Abbas. Donc ils ont porté le cercueil du petit Kfir Bibas. Ils sont les faces d'une même pièce. C'est-à-dire que le Fatah modéré, je remets des guillemets, s'est associé à cette macabre mise en scène. Je ne sais pas s'ils sont d'accord avec ça, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est bien le Hamas qui dirige sur la bande de Gaza. Oui, mais il s'est disqualifié le Hamas. Je suis désolé. Non, mais le Fatah. Non, mais quand le Fatah accepte de porter le cercueil, et ils sont là avec leur bandeau, ça veut bien dire qu'ils participent et qu'ils acceptent ça. Oui. Oui. C'est pour ça qu'on peut mettre un bandeau n'est pas égal. Passons, j'en sais rien, j'étais pas sur place, vous non plus. Je sais pas si vraiment les membres du Fatah ont été éliminés par le Hamas sur la bande de Gaza. Ça c'est vrai. Bah oui, mais ils ont été élus. C'est le Hamas qui a été élu. Oui, le Hamas a été. Ils ont éliminé le Fatah dans la bande de Gaza. C'est bien ce que je viens de dire. Oui, ça confirme. Tous ceux qui ont refusé de nommer le Hamas comme une organisation terroriste, je veux dire qu'ils se regardent dans une glace ce matin,
enfin, il devrait être rouge de honte et se mettre dans un trou, franchement, parce que enfin voilà, c'est juste inqualifiable. Et le fait qu'il rende un corps pour un autre aussi, enfin, c'est même non-respect des morts. Enfin, c'est un corps contre 300 prisonniers. Hein, oui, non, mais le corps qui n'est pas celui de la mère des 2 enfants en plus, donc c'est vraiment un non-respect des morts et des leurs aussi, hein, puisque enfin c'est une femme gazaoui, donc enfin elle avait rien à faire à retourner son corps ne doit pas retourner en Israël. Enfin, je veux dire, c'est non-respect des morts. C'est en plus moi j'ai lu le Coran, il se trouve que j'ai lu le Coran pour des raisons personnelles, mais le respect des morts, c'est une des bases de l'islam. Donc enfin vraiment, la religion n'est plus qu'un prétexte, ce sont des terroristes. Vous avez vu hier que le grand moufti d'Arabie Saoudite a condamné, a dit que ce n'était pas bien sûr, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec leur vision de la religion, mais qui n'est pas l'islam. C'est un islam totalement dévoyé à des fins politiques par des dictateurs de tout poil et des sanguinaires et des monstres sanguinaires. Voilà, ce n'est que ça. Ce qu'écrit Noémie Alioua également, c'est le corps de la femme n'est donc pas celui de leur mère, Chiri. Les Palestiniens du Hamas ont donc mis dans le cercueil le corps d'une Gazaoui, ce qui donne une idée de leur respect de leur propre peuple. Mais ils en foutent de leur propre peuple. Et une question dès lors, où est Chiri? Est-elle vivante ou en trop mauvais état pour être montrée? Qu'a-t-elle subi? Pourquoi a-t-elle été séparée de ses enfants? Question qui reste évidemment entière. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant et on va passer à l'actualité d'Emmanuel Macron et de Poutine. À tout de suite, et de Trump. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on va parler d'Emmanuel Macron et de Donald Trump. Hier, Emmanuel Macron donc, a fait un live tweet et une des questions qui lui a été posée était qu'allez-vous dire à Donald Trump lors de votre visite à Washington? Écoutez ce qu'il répondait. Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable. C'est une faute stratégique énorme. Alors, il y a le fond et la forme. Et de la forme, le tutoiement qui interpelle, alors que le tutoiement n'existe pas aux États-Unis. Je vous vois sourire, Jean-Luc Benamias. Vous l'avez vu, cette séquence? C'est terrifiant parce que il nous fait un cercle permanent, comme si son rôle de président, dans le cadre qui pour moi devrait être un cadre de l'Union européenne, complètement, et de parler directement, comme si... Enfin, qu'on voit comment Trump cause déjà de Zelensky. Donc, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que peut penser Trump du président français aujourd'hui? Exactement la même chose que par rapport à Zelensky. Qui es-tu, toi, pour me parler comme ça? Voilà. Donc, c'est ça que je souris. Mais c'est pas drôle, hein? Non. Mais alors, moi, je voudrais préciser quand même que s'il n'y a pas de leadership en Europe, il faudrait bien que quelqu'un le prenne. Parce que le problème, c'est qu'en Europe, personne n'ouvre sa bouche, pour pas dire autre chose, et personne n'ose dire, il faut faire quelque chose. Si on tente rien, il y aura rien. Parce que la nature ayant horreur du vide, Trump occupera l'espace. Ça, je peux vous le dire. Il y a un leadership en Europe, c'est Giorgia Meloni. Mais c'est pas un leadership, elle se couche. Enfin, franchement, puis va en Italie, tu verras, la situation n'est pas non plus waouh. Non, mais je comprends les moqueries. Après, que le président de la République discute avec des citoyens et essaye de vulgariser un peu la diplomatie, je trouve pas ça condamnable en soi. Et oui, évidemment que ça peut paraître ridicule et évidemment qu'ils vont pas se parler exactement de cette façon-là. Enfin, quoique Donald Trump, on se demande s'il faut pas parler comme un enfant parfois. Mais la façon de s'exprimer aux États-Unis est pire. Oui, c'est encore pire. À côté, c'est de la grande poésie, ce que fait Emmanuel Macron. Pourquoi je comprends pas cette espèce de. Moi, j'ai pas d'appétence particulière pour Donald Trump, mais pourquoi systématiquement avoir cette espèce de surplomb on n'est pas dans une situation ni géopolitique, ni économique, ni quoi que ce soit qui nous permette de se la péter en disant les Américains c'est des imbéciles. Ah non, pas les Américains, Donald Trump, c'est pas pareil. Mais Donald Trump il est tellement con qu'il a réussi à se faire élire 2 fois président
président des États-Unis. On va se poser la question quand même. C'est assez symptomatique de l'état de notre démocratie. De nos démocraties. Non, mais je pense pas. En faisant un peu de psychologie, vous pensez vous imaginez la conversation d'Emmanuel Macron disant à Donald Trump, c'est pas toi, Donald, c'est pas toi. Fais pas ça, Donald. Fais pas le con, Donald. Je sais pas si ça va marcher, mais il faut bien tenter quelque chose de toute façon. Enfin, je veux dire, on le reprocherait en premier lieu de rien faire. Donc voilà, il fait quelque chose. Est-ce que ça va marcher? Non, évidemment, c'est pas sûr que ça marche. Ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher. Mais au moins, il aura essayé. Est-ce qu'on est obligé de faire une bande-annonce à chaque fois qu'on fait un truc? Oui. C'est le temps de la com. Emmanuel Macron nous a habitués. Hélas, on peut estimer le regretter. On peut estimer que c'est pas une très bonne com. Je suis le premier à le regretter. Maintenant, sur la situation en elle-même, Trump prend effectivement le leadership sur la négociation avec Poutine. Quand vous êtes la première économie du monde et vous êtes la première armée du monde, qu'est-ce que vous voulez que les gens viennent vous dire, en fait, dans un monde qui est devenu extrêmement conflictuel, où il y a des zones d'économie qui sont aussi des zones de potentiel conflit, toute la zone Indo-Pacifique, etc. Où sommes-nous invités? À quel moment? Il faut quand même se rappeler que l'Europe, pendant des années et des années et des années, s'est roulée devant les Américains. Les Allemands, les Italiens, etc. étaient des courroies de transmission totale des États-Unis, avec une classe politique qui était complètement aux ordres des États-Unis, qui était l'Allemagne, c'était la Russie, je te rappelle. D'accord, mais non, mais c'est pas si compliqué, c'est pas si simple. On n'est pas obligé de travailler pour des ONG et des groupes de pression américains avant de faire une carrière politique en France. Ni en Italie, ni en Allemagne. D'accord ? On n'est pas obligé d'être salarié par des organisations complètement liées aux États-Unis. Ça, on n'est pas obligé de le faire. Du tout. Ils ne sont pas tous quand même à FEOD. Non, mais il y en a un certain nombre, y compris au gouvernement actuel. Il y en a quand même qui ont été membres de l'Atlantic Council. Je veux dire, c'est pas une très grande preuve d'indépendance d'esprit, ni une très grande démarche européenne. Combien il y a de responsables politiques aujourd'hui qui ont été Young Leaders ? Je sais pas. Un paquet. Non, tu parles du produit Fulbright. Non, je sais pas ce que c'est. Des Young Leaders, ce sont des gens qui sont pris par des grosses associations américaines et qui sont repérés en Europe et qu'on emmène aux États-Unis dans les plus grandes facs, à qui on explique ce qu'on va faire, la vision du monde, etc. Pour te dire, ça existe aussi en Asie avec le Japon qui fait ça et c'est pas complètement déconnant. C'est aussi fluidifier. Il y a peu de Japonais dans la classe politique française. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi, voyons aussi le verre à moitié plein, c'est aussi une façon de fluidifier les rapports entre les pays et de faire venir les futures élites, comme ils disent. Mais revenons au fond de ce que dit Emmanuel Macron quand il dit je vais lui dire si tu laisses l'Ukraine prise par Poutine, la Russie sera inarrêtable pour l'Europe, et il lui dit tu ne peux pas être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine. Mais il a raison. Oui, sur le fond, il a raison. Il a raison. Et c'est ce langage-là qu'il faut tenir avec Trump. Il ne faut pas tourner autour du pot. Trump est direct, il faut être direct avec lui. Et il faut tenter quelque chose de toute façon. Enfin, je veux dire, on accuserait Macron ou les Européens de ne rien faire. Là, il fait quelque chose. Ça va peut-être pas marcher, mais au moins il essaye. Mais moi, je me demande toujours dans le monde hier, pardon. Je le redis, ça devrait être fait avec au moins quelques autres chefs d'État. Oui, je suis d'accord. Elle fait quoi, la commissaire? Si on veut vraiment exister dans le monde aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'avoir une Union européenne qui est aussi faible qu'elle l'est aujourd'hui. Mais ça, on est d'accord. Au niveau de la défense, je n'invente rien. Au niveau des projets industriels, de la façon dont on a négocié tout cela. Enfin, on est d'une faiblesse totale. Et c'est pas la France toute seule, l'Allemagne toute seule, l'Italie toute seule qui y arriveront. On peut y arriver que s'il y a une Union européenne réellement. Mais on parle que de pays qui ont des problèmes politiques indécrottables dans leur propre pays. Vous avez discuté avec qui? L'Allemagne en ce moment, ils sont au bord ils ont un gouvernement démissionnaire. Et l'Espagne, il a une majorité d'une voix. Il tient par l'opération du Saint-Esprit. La Belgique et ils ont, je sais plus s'ils ont un gouvernement. Je crois que ils en ont un. Enfin, on les multiplie. La Roumanie attend la nomination d'un président parce qu'on a suspendu l'élection présidentielle. On n'est pas dans une forme olympique. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un article très intéressant dans Le Monde il y a quelques jours qui expliquait justement. C'est le journal qui est indispensable de lire, mais indispensable de ne pas croire. Il y avait un article très intéressant, pour le coup, expliquant que la Chine était inquiète de voir de nouveau un dialogue entre la Russie et les États-Unis. Et je pense que les Américains jouent là-dessus. C'est-à-dire que nous allons refaire des relations normalisées, pour pas dire normal, avec la Russie, afin d'isoler la Chine. L'adversaire principal des États-Unis aujourd'hui,
C'est la Chine. C'est la Chine. Ils sont obsédés par ça. Ils ont changé complètement. C'est bien pour ça que Macron veut jouer sur cette corde-là. Oui. Oui, mais vous avez aussi Monsieur Letta, le célèbre européiste, Monsieur Letta, qui explique qu'au contraire, nous devrions nous rapprocher de la Chine pour être... pour embêter Monsieur Trump. Il ne faut pas s'en éloigner. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Europe reste le premier marché mondial et personne n'a vraiment intérêt à se fâcher. Et moi, je crois, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est vrai qu'il faut tenir un discours de fermeté. Il n'y a que ça. La seule question que je me pose, quand je vois tout ce qui se passe et le spectacle auquel nous assistons, c'est quel dossier a Poutine sur Trump pour pouvoir lui faire un peu ce qu'il veut. Et je ne peux pas m'empêcher de dire, alors, eu égard aux affaires qu'il y a eu et les interventions russes... Non-affaires d'ailleurs, parce que ça a été tous les trucs ont été abandonnés. Mais j'ai lu, survolé un article qui expliquait que déjà, il a épousé, Ivana Trump, elle était tchèque, je crois, mais qu'il avait déjà à l'époque des relations particulières avec la Russie. Le bloc de l'Est à l'époque. Voilà, c'est ça. Mais je ne sais pas. C'est un peu la minute complotiste. Voilà, c'est ça. Pardon, Jean-Luc ? Il a surtout des relations particulières avec le fric et l'argent. et c'est bien dans le monde entier. Donc, à ce niveau-là... C'est vrai que la famille Biden, en revanche, était bénévoles, d'ailleurs. Voilà. Je n'ai pas vraiment parlé de Biden, moi, dans cette affaire. Hein. Parce que sur l'Ukraine, son fils a participé à des deals de plusieurs milliards. Voilà, on le sait. Allez, je voudrais qu'on parle... on va peut-être marquer une pause et puis parler de Betaram. L'État n'est pas au rendez-vous, regrette Elisabeth Borne, mais surtout Mediapart publie le témoignage ce matin d'une enseignante qui racontait qu'avec la femme de François Bayrou, Elisabeth Bayrou, qui était enseignante dans l'école, elle avait alerté François Bayrou. Elles entendaient les enfants crier, hurler. Cette affaire n'est pas finie. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et je voulais que nous reparlions de l'affaire Betaram. Elisabeth Borne qui a déclaré « L'État n'a pas été au rendez-vous, ça coûte pas cher, ça mange pas de pain. C'est toujours agréable à entendre. » Dans l'affaire donc de ces violences physiques et sexuelles à Notre-Dame de Betaram, ça aurait duré pendant plusieurs décennies. Il y a 3 hommes, un religieux et 2 surveillants qui ont été interpellés et auditionnés. Mediapart publie le témoignage d'une enseignante qui raconte qu'elle savait, que Madame Bayrou savait, elle était enseignante là-bas. Peut-être Arnaud Stéphane, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce... Je vais vous donner le Monde à sa fenêtre. Je vais vous donner un témoignage direct. Il se trouve que ma mère a été élevée. Ma mère est d'origine basque et elle a été élevée côté Béarn à Pau. Elle a été élevée à Pau. Et elle me dit elle m'a envoyé un message hier parce que j'ai parlé de Betaram sur un autre média et elle me dit déjà quand j'avais 10 ans sa grand-mère de substitution qui était sa nounou me parlait de Betaram. Comme un établissement violent. On est en 1958. Oui, c'est ça. Ouais. 1958. On n'est pas en 90, on n'est pas en 2000. C'est que ça va jusqu'à 2004, c'est ça qui est grave. Exactement, jusqu'à 2004. En 1958, Betaram avait déjà la réputation d'être un établissement extrêmement sévère, où on mettait un certain nombre d'enfants qui avaient des problèmes. Oui. Il n'y avait pas que des enfants qui avaient des problèmes, mais c'était soi-disant les fortes têtes, et qui étaient connus pour avoir une discipline extrêmement ferme. Oui, mais entre discipline ferme et agression. Les bruits déjà étaient, mettez pas, on évitait d'aller voir les enfants, mettre des enfants. Ou alors c'était une menace, on disait si tu es comme ça, on te mettra, tu iras à Betaram. Donc c'était un établissement qui était déjà connu depuis extrêmement longtemps. Mais de toute façon, quand vous regardez toutes ces affaires, je sais que je fais un tropisme là-dessus, mais quand vous regardez toutes ces affaires, elles n'ont jamais commencé il y a 5 ans ou 7 ans ou 10 ans sur ce genre d'établissement. Ce sont des affaires qui sont sur des décennies. On se rappelle des disparus de Lyon, ça avait commencé dans les années 70, ça n'a été connu que dans les années 90. Il y a eu plus de 20 ans où ça a été horrible pour les enfants qui étaient dans ces établissements et qui ont été gérés par un certain nombre de personnes. Mais même, regardez les chiffres qui sortent tous les ans. L'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, bah oui, c'est on a parlé. 10 000 violences sexuelles tous les jours, qui sont commises par an. Enfin, je veux dire, c'est complètement délirant. Que l'État n'ait pas été au rendez-vous, c'est une chose, mais c'est toujours le même fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez des politiques, on leur dit
Qu'est-ce qui s'est passé dans ces affaires? Je sais pas, j'étais pas au courant. Ah, et puis finalement, si votre directeur de cabinet était au courant, il y avait une note qui avait été remontée, si. Il y a beaucoup de choses qui ont été nommées. Là, le problème de Monsieur Bayrou, c'est qu'il est rentré tout seul dans le tuyau. C'est-à-dire que. Mais c'est un local de l'étape, c'est ça le problème. S'il était resté au niveau du ministère, ça aurait été plus. Évidemment, mais on sait bien que les gens de chez Mediapart sont suffisamment organisés pour avoir prévu, séquencer, feuilletonner. Ils savent qu'il va faire une réponse. Il va jouer sur les talons, comme on dit au rugby. Sud Radio connaît bien. Il va jouer sur les talons, c'est-à-dire qu'il ne va jouer qu'en défense. Et il cannibalise son action politique. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, il y en a quelques-uns ici autour de cette table qui connaissent bien la communication, et particulièrement la communication de crise. Aujourd'hui, il n'est qu'entouré de ses équipes de communication de crise. François Bayrou a déclaré il y a quelques instants il a dénoncé la mécanique du scandale en parlant de cette affaire. Faut qu'il réponde sur le fond, parce que, je connais pas l'affaire, moi, honnêtement. Je découvre, comme tous, à la lecture des articles et des déclarations des uns et des autres, mais je pense que sur des choses comme ça, c'est suffisamment grave. Il faut jouer franc jeu d'entrée, parce que plus on veut cacher au début, et plus ça finit par exploser à la tête. Enfin, je veux dire, la communication de crise, de nier des choses qui deviennent indiscutables au bout d'un moment. Enfin, c'est se mettre dans un couloir et qui se rétrécit au fur et à mesure, et on finit complètement coincé au bout. Et je sais pas quel jeu jouent les uns et les autres, mais je pense que tout le monde a intérêt à jouer franc jeu d'entrée s'il veut se sauver. Franc jeu, dire j'étais au courant, j'ai rien fait. Il faut assumer ses responsabilités. J'étais au courant et j'ai rien fait, mais ça détruit le politique. Moi, je ne pas assumer ses responsabilités, ça détruit le politique. Je suis convaincu, parce que j'ai discuté avec une famille de Pau qui a eu les enfants et le père à Bétarab. C'était un établissement violent. C'est-à-dire, on y allait à la schlag, mais c'était, en fait, pardonnez-moi le terme, c'était sa qualité et assumé. C'est-à-dire qu'on y retrouvait une certaine vertu pour pouvoir redresser un certain nombre d'enfants. En revanche, là où je laisse un peu un joker ou un totem d'immunité au Premier ministre, c'est sur le fait qu'il y a eu des violences sexuelles. Ça, faudra quand même le démontrer. Mais en revanche, sur la violence et les coups... on sait sur les à démontrer, il y a une centaine de plaintes. Oui, mais sa femme, elle n'a pas vu des violences sexuelles. On a parlé, quand elle a entendu, c'était des enfants qui se plaignaient. C'était ça. Jean-Luc Vous vous rendez compte qu'on parle d'une histoire qui a démarré il y a au moins 40 ans ou 50 ans. Et alors que la justice commence à... On parle de gens qui sont en justice aujourd'hui, les 3 personnes dont on a parlé tout à l'heure, depuis à peine quelques années. Donc tout ça, c'est un énorme silence généralisé, dans laquelle, évidemment, M. Bayrou n'est pas totalement indépendant, puisque il est... D'accord, Premier ministre aujourd'hui, mais il est toujours maire de Pau, il a été député de Pau. Sa femme n'était pas enseignante, elle faisait l'éducation. Elle faisait le catéchisme. Le catéchisme. Il n'est pas tout à fait pareil qu'enseignante. Mais d'après ce qu'on apprend au fur et à mesure, et c'est malheureux à entendre, notamment cette dame enseignante, qui était un jour, c'est ce qu'elle raconte, avec Madame Bayrou, et on entend les violences, elles entendent les violences. Et c'est là où ça devient totalement terrible et terrifiant à un moment donné, faut vraiment laver la salle, parce que c'est pas possible. 40 ans, peut-être plus, d'histoire, plus ou moins atroces, souvent atroces, à un moment donné, faut que tout ça sorte. Comment M. Bayrou peut s'en sortir? Je trouve, à ce niveau-là, qu'il se débrouille pas vraiment terriblement bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, parce que... Quand on joue au rugby et qu'on joue tout le temps en défense, on finit par perdre. Il n'y a aucune équipe de rugby qui, en jouant en défense, gagne. Et pourtant, il a dans le rugby jouer sur les talons. Moi aussi. Mais lui dénonce aussi une agression politique à son égard. Quand il parle de la mécanique du scandale, on reconnaît là les éléments de langage. La mécanique du scandale, je ferai... Les chiens qui hurlent, voilà, c'est ça. Il a fait... Qu'est-ce qui s'est passé? La séquence, elle est intéressante. Il est à l'Assemblée nationale, il se fait prendre à partie par les députés LFI. Il est dans l'hémicycle, donc il n'a pas ses conseillers, il n'a pas tout son staff, etc. Il répond, comme il sait quelqu'un qui veut répondre tout le temps aussi. Il prend le micro, il dit non, mais pas du tout, circuler, il n'y a rien à voir. J'étais pas au courant, je l'apprends, je ferai le nécessaire. Il sort, ses équipes lui sautent dessus, et là... Changement de ton, je serai demain à Pau, je rencontre des associations de victimes, etc., etc. Il va rencontrer les associations de victimes. En plus, la séquence est très mauvaise. Il a un tout petit micro, il essaye de parler. Il y a d'autres victimes qui interviennent au même moment, qui disent que ce qui est dit est faux, qu'il avait été prévenu, etc. Et les articles commencent à sortir. Le problème, c'est que il est prisonnier
De son mensonge. De son mensonge. Et il est prisonnier, en plus, de quelque chose qui lui échappe complètement, c'est qu'est-ce qu'ils savent en face. Et que comme c'est feuilletonné, on l'a dit tout à l'heure, il est très mal. Mais ça peut avoir des conséquences politiques dramatiques. Dramatiques. Je crois, oui, bien sûr. C'est sûr. Hein. Ouais. Donc, mais dramatique, c'est-à-dire à quel... c'est-à-dire que ce qui n'a pas pu être fait par la censure peut être fait par la démission suite à un scandale. Ouais. C'est pas le seul qui est mis en cause. Hein. Non, il y a d'autres personnes. Il y a qu'un Premier ministre. C'est ça. Oui, mais là, c'est le Premier ministre, effectivement. C'est différent, il n'était pas maire de Pau, ni député à Pau, d'accord. Mais quand même, on s'aperçoit qu'au début des années 2000, un certain nombre de choses étaient déjà sorties, et qu'il n'y a pas eu de réponse. Mais il y a eu des articles dans Le Point, il y a peu de temps, qui n'ont pas eu de suite. Il y a eu un article dans Le Monde également sur le sujet de Betterame. Oui, c'était en juillet que Le Point a sorti l'info. Et c'est très grave d'ailleurs ce qui est dit dans Le Point. Oui. Il y a eu Géraldine Vosner est revenue dessus il n'y a pas longtemps, avec des témoignages, avec des alertes qui n'avaient jamais été suivies des faits, etc. Donc il y a eu déjà des choses qui ont été écrites, et dans Le Monde également. Ouais. Et il y avait une inspection de l'éducation nationale, quand même. Aussi. Il était ambigu d'ailleurs, parce qu'il dit il n'y a pas grand-chose, mais il relevait quand même un certain nombre de points. Oui. Quelques mots sur les retraites. C'est un peu le sujet aussi du jour. Le ministre de l'économie qui juge raisonnable une contribution accrue des seniors. En gros, il estime que le constat est celui-là, c'est que les seniors aujourd'hui aisés vivent mieux que certains salariés. Donc il faudrait aller taxer les seniors les plus aisés. Sans parler de taxer, je ne comprends pas. On a parlé, souvenez-vous, sous Barnier, ça lui a pas réussi, désindexer un semestre, on économise plusieurs milliards. Alors vous allez me dire que je parle toujours de ça, pardonnez-moi Valérie. On veut économiser 500 millions sur l'apprentissage, et ça va pénaliser les jeunes, et on ne veut pas désindexer les retraites pendant un semestre, voire deux. On me disait que ça avait coûté près de 9 milliards l'indexation au budget de l'État. Donc ça veut dire quand même il y a peut-être une économie rapide à faire. Je rappelle que nos retraités sont les mieux traités et ceux qui utilisent plus les services, évidemment, et pour cause, puisqu'on vit plus longtemps, pour être en bonne santé. Donc il y a peut-être un effort collectif à faire, puisqu'on en demande en jeunes, on peut les demander. Me semble-t-il, au moins sur cette indexation, il y a quelque chose à glaner, quelques milliards à glaner très rapidement. Il y a quelques emmerdes aussi à glaner, parce que je vous rappelle que ce sont des gens qui votent beaucoup. Oui, et personne ne peut faire payer très cher. Mais de toute façon, on ne sortira pas de ce problème des retraites sans une réforme de fond, vraiment, c'est ce qu'on avait voulu faire depuis 2019, avec une part de réforme par point, avec une part de capitalisation, pas toute par capitalisation, évidemment, mais introduction d'une part de capitalisation. Les courbes démographiques, on peut se mentir encore des années si on veut, on peut continuer à faire du jeu de politique politicienne pour faire plaisir à tout le monde et fâcher personne. Mais à un moment, quand on va être obligé de suspendre le paiement des retraites parce qu'on n'aura plus les moyens de le faire, je pense que là, il y a des gens qui vont se réveiller, et je pense que les responsabilités devront être assumées à ce moment-là. Je veux dire, de part et d'autre. 1,4 actif pour un retraité. Voilà, c'est mathématique, je veux dire. La régime par répartition pure ne marchera pas avec la courbe démographique. C'était 4 pour 1 et on est à 1, 4 ça ne peut pas marcher. Mais comment on peut imaginer que ça puisse fonctionner d'aller taxer des retraités qui sont les taxés, forcément. Ça paraîtra sur une jambe de bois, une fois de plus. De toute façon, ça ne résoudra rien. Mais il y a d'autres taxes. C'est de grandes discussions qu'il y a à l'Assemblée. Comment taxer les quelques milliardaires, ne serait-ce que 2%. C'est un des débats qui a eu lieu encore cette semaine à l'Assemblée. Alors ça répond pas à tout ce que je dis là. Ça répond en partie quand même, parce que moi je veux bien qu'on taxe les retraités les plus riches, pourquoi pas. Mais il n'y a pas beaucoup de retraités très riches. Non, c'est quoi très riche? Et c'est quoi très riche? Ils vont taxer à partir de... au-dessus de 4 000 euros par mois. Voilà, c'est ça, autour de 4 000 euros. Ça va être symbolique, mais ça ne résoudra pas le problème de fond. Bon, sinon la SACEM a trouvé le moyen de récupérer de l'argent. Je viens de voir passer ça. C'est Éric Ciotti qui le signale. La SACEM fera payer la musique diffusée lors des enterrements. Voilà. La France taxe déjà les morts, elle taxe désormais la musique après la mort. Donc la SACEM prélèvera désormais sur les musiques d'enterrement. Cela dit, il va falloir qu'ils enquêtent. Attendez, je précise parce que je connais bien. La SACEM taxera les pompes funèbres qui diffusent de la musique. Non, mais c'est pas les familles. Et je peux dire que c'est pas un secteur qui est malheureux. Donc et la musique. Oui, mais ils l'augmenteront d'autant. Alors on parle de quelques clients. Au lieu d'arrêter de mettre de la musique de pas terrible le jour d'un enterrement,
clairement, de mettre du classique comme ça, la SACEM. La dîme pourrait grimper au-delà des 20 € par cérémonie. C'est vraiment du gagne petit. Mettez du classique. Voilà. Et cela dit, pendant les musiciens ont beaucoup perdu avec le téléchargement illégal. Donc voilà. Et puis Madame Borne qui disait il y a quelques semaines sur un dossier qu'elle connaissait pas, que c'était pas son secteur. Alors ce matin, elle était chez nos confrères de BFM et elle a cité le numéro 3919 pour les enfants en danger. C'est celui pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est pas de bol. Pour les enfants en danger, c'est le 119. Oui, c'est bien ce Allez, il va falloir bosser un peu. Merci à vous. Très bon week-end. Merci. On se retrouve lundi. Dans un instant, Alexis Poulain. Très bonne journée. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.